Bonjour. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Deschaux, qui est président de Sage France, président également en fait de Sage Europe du Sud. Comme toute société internationale anglo-saxonne, parfois le Sud est un peu particulier, parce que dedans il y a la Belgique, mais donc il y a évidemment l'Italie, le Portugal, l'Espagne et puis l'Afrique francophone. Laurent Deschaux, bonjour. Bonjour Guy. Alors, vous savez, c'est une tradition dans cette émission. On commence par une actualité de la semaine qui a retenu votre attention. Alors, c'est de la semaine passée ou des semaines passées, c'est une tendance ou c'est un événement particulier qui a pu vous intéresser particulièrement. Oui, moi j'ai retenu bien sûr tout ce qui tourne autour du prélèvement à la source, qui a quand même été, qui a fait l'actualité de la France ces dernières semaines, en particulier les atermoiements qu'il y a eu sur son lancement ou son arrêt. Si ça, oui. Voilà. Et donc je l'ai retenu parce que personnellement ça nous touche tous. Demain on aura un salaire net sur notre bulletin de paye qui sera vraiment net cette fois, et qui ne sera pas amputé plus tard de l'impôt qu'on devait payer l'année suivante dans le passé. En tout cas, au 1er janvier 2019, c'est comme ça que ça se passera. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne mesure qui a été décidée parce que ça permet, encore une fois, d'avoir la réalité du bulletin de salaire au moment où on l'a et pas l'année suivante. Ça permet d'être fixé et d'anticiper les économies qu'on peut faire ou les dépenses qu'on peut faire beaucoup plus simplement. Je crois que c'est bien pour l'État de continuer à se moderniser. Ça va faciliter le paiement de l'impôt, ça va permettre à l'État de faire des économies aussi. Donc ça fait partie de tous ces sujets-là. Il y a plein de pays qui le font, donc c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi la France ne le fait pas. Et vous vous souvenez des déclarations qui remontent déjà à 2007 où on disait on est prêt. Et puis finalement, il y a 2 mois, on dit ah ben non, il y a encore quelques bugs à régler. Donc ça c'est pas un petit peu inquiétant tout ça? Écoutez, moi, du point de vue professionnel et technique, je dirais que le problématique n'est pas tellement sur les bugs de la solution ou de la solution de l'État ou du gouvernement, même s'il y en aura toujours. L'informatique est ainsi faite que des problématiques ou des incidents techniques, il y en aura toujours, mais on sait les résoudre aussi. Hein, donc ça a toujours été le cas. Je pense que c'est surtout une problématique de changement entre l'entreprise et ses collaborateurs, de communication entre le dirigeant et ses collaborateurs, et puis de faire évoluer la façon de voir son bulletin de paie et de bien communiquer sur le changement qui va apparaître. Vous savez qu'à partir de septembre, vous saurez déjà en double, à partir d'octobre, pardon, vous saurez en double quel sera le taux de prélèvement que vous aurez directement sur votre salaire, pour vous préparer psychologiquement. Et puis si c'est bien accompagné et bien communiqué en interne de l'entreprise, ça devrait de toute façon pas poser de problème. Alors on aura l'occasion d'en parler parce que ça a une incidence sur votre activité. Dernier petit point sur cette question, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de, alors je ne sais plus quelle banque c'est, de dire finalement on va lisser le 13e mois sur l'ensemble de l'année, comme ça l'impact psychologique il sera atténué. Est-ce que vous trouvez que c'était une bonne idée? Oui, je pense. Je trouve que c'est une très bonne idée de lancer ça, notamment au niveau de la banque en question, parce que c'est... Le changement est toujours une forme de traumatisme, quelque part, et donc l'accompagner de mesures spéciales pour lisser ce genre d'impact, ça me paraît aller dans le bon sens, c'est sûr. Et ça fait partie de la communication ou du changement qu'on peut, dans l'accompagnement, apporter aux collaborateurs ou à la population qui va vivre ce changement. Alors, Sage, comme tous les grands fournisseurs de RP, on peut pas besoin de les nommer, sont en plein dans une transition ce qu'on appelle le on-premise, donc dans le data center de l'entreprise, vers le cloud. Et vous êtes dans cette transition-là. Et on le sait, les ERP, autant d'autres applications qui sont nées dans ce modèle-là, le modèle SaaS, n'ont pas une difficulté puisque c'était un peu la page blanche. Autant les ERP sont un peu le dernier bastion qui évolue et il y a eu des déclarations d'un analyste de 451 Research qui disait que finalement les entreprises n'avaient pas tellement envie d'aller vers le cloud. Les chiffres d'IDC montrent que la plus grosse partie encore des ERP sont on-premise dans les data centers de l'entreprise. Néanmoins, tous les éditeurs sont en train de faire cette transition vers le cloud. Donc vous avez un programme qui s'appelle Sage Business
WordPress Platform, qui encapsule un peu, je dirais, toutes les évolutions pour les différentes solutions petites, moyennes et grandes entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu où vous en êtes dans tout ça et comment vous voyez les choses? Alors, effectivement, il y a la transformation ou l'évolution des solutions applicatives a commencé, comme vous le savez, plutôt par la gestion de la relation client. C'est ce qu'on appelle le CRM ou le Customer Experience. Et je crois que plus personne se pose la question de savoir aujourd'hui si les applications de CRM doivent être dans le cloud ou pas. Elles sont à 90% dans le cloud. Elle s'est poursuivie plutôt dans les applicatifs de gestion des ressources humaines. Et là encore aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Il y a 5 ans, j'étais tout on-premise et aujourd'hui, la quasi-totalité des acquisitions qui se font dans ce domaine-là dans le logiciel se font dans le cloud sur la gestion des ressources humaines également. Et puis maintenant, il y a la partie qu'on appelle back-office ou ERP, comme vous venez de le dire, qui fait sa transition petit à petit vers des solutions qui sont plus cloud. Alors où on en est là-dessus, je dirais que le marché y va. C'est inévitable. Les entreprises sont prêtes finalement ou pas? Est-ce qu'elles ont encore une réticence à faire ça? Est-ce qu'elles préfèrent une solution de cloud hybride ou elles pourraient garder encore des données chez elles et puis comment ça se passe? Alors, donc, c'est un domaine qui est plus compliqué à basculer dans le cloud que les domaines que j'ai cités précédemment comme le CRM ou l'ARH parce que ça commence à toucher un peu plus fortement au cœur de métier, notamment quand il s'agit de parler de gestion de production, puisque c'est la partie ERP du sujet, ça devient un tout petit peu plus compliqué de les mettre dans le cloud parce que c'est le cœur de métier de l'entreprise. Pour autant, tout ce qui est finance, tout ce qui est gestion commerciale, tout ce qui est gestion des achats, toute cette partie-là bascule dans le cloud et les entreprises sont prêtes à partir dans le cloud sur ces parties-là pour une raison simple, c'est que je crois que ce que cherchent les entrepreneurs ou les patrons d'entreprise, c'est à ne plus se soucier de la charge de la gestion administrative ou de la gestion informatique sur ces sujets-là. C'est quelque chose qu'on veut totalement envoyer vers une gestion délocalisée ou en tout cas traitée à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, cette évolution vers le cloud, parce que vous avez indiqué différents modules, la gestion de production, gestion commerciale, des achats, etc. Est-ce qu'elle va le faire par module, par bloc? C'est-à-dire que certains blocs vont aller vers le cloud, d'autres vont encore rester, et puis à terme, tout sera sur le cloud, ou c'est comme ça que ça va... Oui, alors c'est sûr que la transition vers le cloud sur ces sujets-là va prendre du temps. Elle est, encore une fois, il y a eu des investissements très lourds qui ont été faits par les entreprises sur tous ces sujets de RP, on le sait bien. Donc la transition vers le cloud va se faire dans la durée. Je dirais que plus la taille de l'entreprise est grande, plus la transition est compliquée. Plus elle est petite, plus c'est simple. Et effectivement, nous constatons que la solution hybride est une bonne réponse à cette transition. Alors ça peut être une solution hybride où je mets la finance dans le cloud et je garde les morceaux plus proches du cœur de métier comme la gestion de production ou la gestion commerciale en on-premise et donc hébergé dans l'entreprise. Ça peut être simplement mettre une partie de l'entreprise ou des processus de l'entreprise dans le cloud et le reste le garder en on-premise. Par exemple, des filiales de l'entreprise qui ne sont pas forcément cœur de métier peuvent basculer plus vite dans le cloud et petit à petit faire évoluer ça dans le temps. En tout cas, nous, pour ce qui nous concerne, on n'est pas dogmatique. On pense que nous pensons au travers de Sage Business Cloud que cette transition doit s'effectuer dans la durée et dans le temps. Ça ne peut pas être un Big Bang. Alors c'est plus facile pour une entreprise de 1 à 10 employés de basculer dans le cloud parce qu'en plus c'est plus simple pour eux et le fait de ne plus se soucier de l'administratif, comme je disais tout à l'heure, est quand même extrêmement sensible quand on est entrepreneur d'une entreprise de 10 salariés, ce qui est quand même le poumon de l'économie française. Entre 1 et 200 salariés, on est là dans le cœur de l'économie française, en particulier d'ailleurs de la plupart des pays d'Europe. Et donc pour eux, la réponse cloud Big Bang totale est évidente, parce que, encore une fois, quand on est entrepreneur, la seule chose auquel on pense tous les matins, c'est développer son business et pas gérer l'administratif. Donc nous, on a pas mal fait évoluer, voire complètement fait évoluer nos solutions sur ces segments-là.
donc les petites entreprises de 1 à 10 et de 10 à 200. Et donc on a probablement aujourd'hui 80% de notre business qui se fait en souscription aujourd'hui, donc dans le cloud. Alors que sur le segment un peu plus haut des grandes entreprises, X3, là c'est plutôt du projet, c'est de l'intégration, enfin, c'est compliqué. Et on a plus d'hybrides et plus d'évolution dans la durée que sur les marchés. Et là, sur ce segment-là, vous en êtes où à peu près si on voulait donner une indication chiffrée? En fait, aujourd'hui, on fait 60% à peu près de notre business en souscription cloud. Sur ce segment-là? Sur ce segment oui, grandes entreprises. C'est important quand même. Ouais. Alors, ça, c'est les ventes, hein, on est bien d'accord. C'est les ventes, absolument. Absolument. Les ventes sont 60% en souscription. Alors, ça, encore une fois, c'est une partie, puisqu'on fait évoluer nos solutions en mode dans des technologies différentes pour mieux s'intégrer avec les plateformes pure cloud. Donc, on est maintenant des data centers sur Amazon ou sur Azure, par exemple. Et puis, on rend nos applicatifs plus technologiquement compatible avec l'intégration, avec des solutions. Et donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas de data center en propre, data center cloud. Vous avez tout externalisé. On a externalisé auprès des grands providers de data center. En France, on a des plateformes hébergées chez des prestataires en France, sur Amazon ou sur Azure. En France, par exemple, c'est qui? En France, on travaille pas mal avec Link-by-Net et avec, en particulier, mais aussi avec OVH. OVH, d'accord, très bien. Change un peu de sujet, votre CEO Stephen Kelly a démissionné, enfin on le dit comme ça, il y a pas très longtemps, ça a eu une incidence sur l'action, mais finalement si on regarde l'évolution du cours, on est revenu à un niveau qui était celui d'il y a un mois et demi, enfin bon, il y a eu une bosse et puis on est revenu, donc est-ce que c'est juste un accident de parcours, enfin un événement, je dirais, classique dans la vie d'une entreprise, ou est-ce qu'il y avait un petit peu plus que ça? Alors, c'est un événement classique dans la vie des entreprises. De toute façon, quand on est CEO, il faut s'attendre. Ça arrive toujours, voilà, c'est sûr. Quand on est CEO, il faut s'attendre à partir. Moi, je crois que c'est une décision commune entre Stephen Kelly et le board de Sage, qui est d'arrêter sa mission à la fin de l'année fiscale 2018 pour Sage, puisqu'on clôture notre année fiscale au 30 septembre. Ça faisait 4 ans qu'il était à la tête de Sage. Il a fait beaucoup de transformations. On est passé de quelque part 10 millions de souscriptions à 300 ou 400 millions de souscriptions dans nos revenus maintenant. Donc il a fait grandir Sage dans cette dynamique de transformation vers le cloud. Et puis maintenant, le next step, les 4 ans qui viennent, sont très tournés vers faire devenir l'entreprise beaucoup plus SaaS, encore plus cloud. Et donc il faut, ce qui a été considéré par le board, c'est qu'il fallait trouver un CEO avec un ADN plus cloud encore que ne l'était Stephen Kelly. Alors plutôt que de reconduire Stephen Kelly pour 4 ans, ils ont préféré se mettre d'accord et arrêter en fin d'année fiscale 2018 pour lancer la recherche d'un nouveau CEO. Donc en gros, c'est pour mettre l'accélérateur sur le cloud, c'est pour le dire Nous simplement. souhaitons absolument devenir une entreprise cloud à 100% dans les 2 ans qui viennent. Mais fondamentalement, en termes de stratégie, ça n'a pas changé la trajectoire dans laquelle nous nous trouvons déjà, qui est ce que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire fournir des solutions technologiques les plus proches des technologies d'aujourd'hui, pour permettre aux entrepreneurs ou aux entreprises de ne pas se soucier de l'administratif et bien se concentrer sur le développement de leur business. C'est ça notre ADN et notre mission. Et on continue à le faire. Et avec des taux de croissance qui sont plutôt très positifs, en tout cas, mais y compris en France. Ok. Alors, vous avez commencé sur le prélèvement à la source. Évidemment, vous êtes, je dirais, aux premières loges sur ce changement-là. Bon, il y a eu la GDPR, je pense que ça vous a occupé un petit moment, puis maintenant, ça a occupé aussi les entreprises. Maintenant, il y a le prélèvement à la source qui va nous occuper jusqu'à, je suppose, dans les premiers mois de l'année prochaine. Alors, vous avez déjà dit un peu votre sentiment sur ce changement-là, mais pour vous, en tant qu'éditeur, qu'est-ce que ça change? Et pour les entreprises, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est uniquement, je dirais, un projet informatique? Donc, est-ce qu'on est vraiment, évidemment, avec l'accompagnement des salariés, mais est-ce que c'est un projet informatique comme il y en a plein d'autres, qui ne posent pas de questions particulières? Ou est-ce qu'il y a des points de contention qu'il faut encore régler? Et en gros, est-ce que les entreprises seront prêtes, ce qui n'était pas le cas pour la GDPR, entre
entre parenthèses. Est-ce que là, parce qu'il va falloir faire les feuilles de paye comme il faut au bon moment, c'est un peu comme le bug de l'an 2000, il faudra qu'on soit prêt. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre sentiment là-dessus? Oui. Alors, je dirais que du point de vue technologique ou technique, Sedge on a une base installée déjà, une base installée client qui est très importante autour de la paye, autour de 80 000 à 100 000 clients payent sur tous les segments de marché sur lesquels nous opérons. Donc du point de vue technique, on a anticipé largement en amont l'arrivée de ce changement et du prélèvement à la source en travaillant avec la DGFiP, la Direction Générale et Bercy et le ministère de l'Économie, pour préparer, tester, vérifier que l'ensemble des logiciels de paye, et pas que nous, mais en tout cas ceux de Sedge, seraient prêts au moment où la loi serait donc mise en vigueur, c'est-à-dire au 1er janvier 2019. Et je crois que cette coopération avec le gouvernement s'est plutôt bien déroulée en amont, ce qui a permis de adapter, préparer, organiser. Ils ont écouté ce qu'on avait à leur dire sur les complexités qu'il pourrait y avoir, et donc je pense que tous ces tests-là ont plutôt bien été faits. Donc les solutions de Sedge sont prêtes maintenant depuis le mois de avril, donc on a démarré ça. Alors donc le jour du basculement, vous serez prêt? Nous, côté logiciel, ce basculement ne sera pas un sujet technique. Sachant que les problématiques, justement, pour les différents segments sur lesquels vous êtes présent est différente. C'est-à-dire que, et en plus, là, pour le coup, le fait d'être sur le cloud ou pas, ça peut avoir une incidence. Le fait d'être sur le cloud, c'est peut-être ça permet une transition plus facile, peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est vrai que le fait d'être dans le cloud permet d'aller plus vite et c'est plus simple pour les entreprises puisqu'elles ne se préoccupent pas de savoir comment ça va se passer, mais plutôt la mise en œuvre se fait de façon assez naturelle et sans douleur. Alors quand je dis sans douleur, c'est évidemment du point de vue technique. On ne revient pas sur le sujet précédent qui est la communication, l'accompagnement des salariés, qui est l'enjeu principal de ce changement. Après, l'autre partie qui est... alors ce qu'on a aussi fait en parallèle, c'est un accompagnement service, au sens... comment implémenter, mettre en place, tester, recéter les applicatifs de façon à ce qu'ils soient prêts et qu'ils soient compris par nos clients et donc qu'au 1er janvier 2019, ils sachent s'en servir correctement. Alors c'est là qu'est un peu la contention. Je dirais que évidemment les atermoiements, les moments de doute font que ça a un peu retardé la mise en place éventuelle du prélèvement à la source dans les entreprises. Et on va arriver maintenant dans un moment où ces 4 derniers mois de l'année vont être clés pour le succès et le nombre de ressources nécessaires pour accompagner les entreprises risque d'être un peu court. Et donc mon point, c'est le plus tôt c'est anticiper pour les entreprises, le mieux c'est, parce que je pense que mon avis, c'est que novembre-décembre va être un moment extrêmement compliqué parce que le nombre de ressources disponibles va diminuer. On aura peut-être l'occasion d'en reparler l'année prochaine. On le sent déjà là, on voit bien l'état des lieux. Mais finalement, dernier point sur cette question-là, les entreprises deviennent des collecteurs de l'impôt. C'est un coût. Pour les entreprises, c'est un coût supplémentaire. Vous le percevez comme ça ou il est suffisamment négligeable pour ne... Moi, je pense qu'il est assez négligeable. Après, encore une fois, je pense que le changement, c'est surtout dans la perception et l'appropriation par les collaborateurs du montant de la fiche de paye et le fait que, finalement, le patron de l'entreprise ou l'entreprise a connaissance du pourcentage de prélèvement ou du pourcentage d'imposition que vous aurez. Donc, ça crée une espèce de traumatisme ou de défiance qu'il faut savoir communiquer correctement. Mais du point de vue du coût, en dehors de cet aspect communication, changement, etc., du point de vue technique, c'est relativement... Dernier point que je voulais aborder avec vous, quand j'avais vu votre prédécesseur, là, Serge Massier, il y a quelques mois, donc on avait parlé, parce que c'était à l'époque où vous vous lanciez dans les RH, vous aviez fait l'annonce de Sedge People, et à l'époque il avait dit, bon, on vient de faire l'annonce, mais on va lancer la commercialisation premier semestre de cette année.
Alors je lui ai demandé, vous arrivez sur un marché qui est déjà un petit peu encombré, donc quels sont les avantages que vous avez à proposer, et deux, là maintenant on peut dire où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez les premiers résultats de cette nouvelle incursion sur un nouveau segment de marché? Ouais. Alors, donc ça, Sage People, ça fait partie de la trajectoire et de la stratégie de Sage d'avoir d'être plus SaaS et plus cloud. Hein. Donc on a fait l'acquisition à l'époque, il y a 2 ans, de Faircell, qui est sur une base de développement Salesforce. Comme Intact, on a fait l'acquisition d'Intact pour la partie ERP Cloud aux États-Unis, qui sera déployée en France plutôt dans les 2 années qui viennent. Sur Sage People, alors, le marché est extrêmement dynamique autour des ressources humaines. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait de problème de place. Ça reste une préoccupation prioritaire des patrons d'entreprise ou des DRH, d'avoir une solution de gestion des ressources humaines qualitatives, capable de proposer des solutions sur le recrutement, sur la mobilité, sur la gestion de la performance du collaborateur, etc. etc. Et alors, c'est vrai que peut-être sur le haut du panier, puisque j'ai un passé sur le haut du panier, j'allais dire les très grandes entreprises, il y a beaucoup de monde. Sur la PME, c'est un peu moins vrai. Premier point. Et donc, il y a largement la place encore à trouver des solutions un peu différenciantes, notamment aussi parce qu'il y a une demande autour de la gestion et de la ressources humaines à l'international. Donc, avoir des solutions qui sont capables d'adresser un marché plus international, c'est une demande assez forte de nos clients. Deuxième élément, on parlait de la paye tout à l'heure. On a probablement comme je disais, autour de 100 000 clients paye en France. Et c'est un excellent complément à la gestion, à la paye. C'est une demande de nos clients que d'avoir une gestion de ressources humaines qualitative qui permette d'accompagner ou de renforcer la partie paye que l'on propose. Et puis enfin, la base installée de X3 notamment est largement, puisqu'on a 3000 clients sur X3 en France, est tout à fait appropriée à cela. Alors où on en est, on a démarré au premier semestre, on a plutôt eu des résultats sur des entreprises internationales. On doit avoir autour de 30 clients aujourd'hui en France. En Angleterre, c'est plutôt 5 ou 600 clients déjà qui ont déployé la solution. On met en place des accélérateurs, à la fois en termes de ressources et à la fois en termes d'intégration de solutions, pour le lancement de la nouvelle année de 2019 pour Sage, qui serait au 1er octobre. Et alors précisément, ces clients, c'était déjà des clients Sage ou ce sont de nouveaux clients? Est-ce qu'il y a un peu des deux? Il y a un peu des deux. Je dirais que la plupart, c'est des clients Sage. La première, le go-to-market que nous avons sur ce sujet-là, hein, donc c'est vraiment les clients Sage dans un premier temps, parce que c'est la demande de nos clients, donc on répond à la demande de nos clients. Et puis, évidemment, on a une demande sur le marché des clients qui font l'acquisition d'un best-of-breed, hein, comme on l'appelle, sur la gestion des ressources humaines. Et c'est devenu très SaaS, hein, les ressources humaines. Il n'y a plus de demandes liées on-premise sur les ressources humaines. Donc le fait d'avoir une solution internationale en SaaS, c'est une très bonne réponse pour les prospects comme pour les clients. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. On aura peut-être l'occasion de se revoir quand le prélèvement à la source sera opérationnel. Ouais. En tout cas, Laurent Deschaux, merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée.